Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds le podcast, un numéro consacré aujourd'hui à la notation extra-financière, autrement dit la notation ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. À quoi sert-elle ? Comment ces critères sociaux et environnementaux sont-ils évalués ? Quels sont les enjeux mais aussi les limites ? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec les intervenants du jour. Mais d'abord, nous avons interrogé un panel d'experts et nous leur avons posé cette question. Doit-on davantage réglementer la notation ESG ? Écoutez leurs réponses. Il me semble qu'il faut construire une référence claire et qui soit compréhensible par tout le monde parce que c'est devenu très compliqué et il faut que le citoyen lambda, comme moi, puisse comprendre ce que c'est. Donc, il faut avoir une base, un label, des références, quelque chose qui nous assure que oui, c'est vraiment de l'investissement socialement responsable. Les articles, on parle de greenwashing, on parle de choses comme ça, on croit avoir fait quelque chose et puis quand on regarde dans les faits, on s'aperçoit que c'est pas aussi bon pour le climat, l'environnement, etc. qu'on le pensait, donc ça devient vraiment compliqué, je trouve. Les données ESG, oui, c'est un enjeu absolument majeur. Leur qualité, leur source, la façon dont elles seront traitées. Alors, au-delà de la réglementation, il me semble qu'il y a un enjeu pour nous, Français et Européens, un enjeu de souveraineté. Le respect aussi des épargnants. À la fin, il s'agit d'aider les épargnants à flécher leur épargne vers des financements de projets qui font sens, je dirais, pour eux. Est-ce qu'il faut réglementer ? J'imagine qu'au niveau français comme au niveau européen, ça doit se faire. Ça me paraît nécessaire, mais il faut aussi beaucoup de transparence pour que les clients sachent où est mis et dans quel type d'entreprise et avec quels critères est placée leur épargne. Et j'ai vraiment l'impression que la transparence, elle existe peut-être pour les spécialistes qui peuvent savoir. Voilà, la qualité des données, le respect des épargnants, la transparence. C'est de tout cela dont nous allons parler maintenant avec Lionel Brun. Bonjour Lionel. Bonjour. Directeur délégué en charge des affaires institutionnelles chez Préfonds. Alexandre Holroyd, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Député des Français établi en Europe du Nord, auteur d'un rapport sur la finance verte. Mathieu Joubrel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur et CTO de ValueCo. Et Philippe Sebag, le président de Préfonds. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous allez suivre nos échanges. Vous nous ferez part tout à l'heure de vos réactions sur le sujet. D'abord, peut-être avec vous, Lionel Brun, pourquoi Préfonds s'intéresse-t-elle à ce sujet de la notation ESG ? Alors déjà, de manière générale, Préfonds s'intéresse aux enjeux ISR parce que c'est au cœur de sa démarche depuis maintenant un certain nombre d'années, à la fois pour représenter les intérêts des affiliés qui lui font confiance, en leur confiant leur épargne retraite, et puis aussi dans l'idée que dès lors qu'on se trouve dans le cadre d'investissement lié à des engagements de retraite, on investit à très long terme et que donc il faut se poser la question de l'emploi des fonds sur un temps long et donc des conséquences que ça peut avoir sur la société et l'environnement. Donc ça déjà de manière générale c'est l'enjeu. Et puis sur la notation elle-même, en fait, c'est quelque chose qui est en soi au centre de la démarche ISR telle qu'elle s'est développée, en tout cas à partir des années 2000 en France, notamment à l'instigation des caisses de retraite du secteur public. Donc voilà, entre autres Préfonds. Pour donner peut-être un petit exemple, par exemple dans le secteur des maisons de retraite médicalisées, avec le scandale Orpea, nous on avait en fait soutenu une coalition d'investisseurs qui avait été lancée par un syndicat international, enfin une fédération internationale de syndicats, Uniglobal Union, sur les enjeux des conditions de travail, des conditions d'accueil dans ces structures. Et en fait, on s'était rendu compte que la notation d'un certain nombre d'acteurs du secteur, qui était plutôt bonne, permettait pas de rendre compte de la situation de grand risque qu'on voyait pour la santé des travailleurs, la santé des personnes qui se trouvaient dans les structures d'hébergement.
Et donc, voilà, ça a amené évidemment une remise en cause de la façon dont on pouvait percevoir la notation extra-financière, notamment sur ce secteur, mais plus largement de l'information dont on disposait en la matière. Alors justement, Mathieu Joubrel, soyons assez didactiques. Déjà, peut-être essayer de rappeler à quoi sert cette notation ESG et comment ces critères sociaux, environnementaux sont-ils évalués ? Oui, alors à quoi sert la notation ESG ? Ça va être vraiment à soutenir les différentes initiatives qu'a pu exposer Lionel. Donc, essayer d'évaluer les risques auxquels s'exposent les investisseurs en investissant dans des entreprises qui ne sont pas strictement financiers. Donc, il va y avoir tout ce cas climatique qui est quand même souvent au centre de beaucoup d'initiatives extra-financières. Environnemental, pour ceux qui vont voir un petit peu plus loin, voir carrément ESG, donc qui prend en compte les critères environnementaux, sociaux et aussi la qualité de la gouvernance des entreprises. Donc il y a tous ces risques-là. Et puis après, pour aller plus loin, quelque chose qui est un petit peu plus récent, et donc au niveau de la remise en cause des scores dont parlait Lionel aussi, on peut essayer d'aller chercher de l'impact, en fait, que son investissement permette d'améliorer les pratiques des entreprises, de les mettre sur un chemin de transition qui leur permette vraiment d'avoir des meilleures performances à l'avenir qu'elles n'auraient pas eu sans cet investissement-là. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer d'aller chercher. Et pour ça, on crée des scores, des indicateurs, parce que les investisseurs qui vont regarder des milliers d'entreprises peuvent pas forcément aller toutes décortiquer manuellement les données pour mettre en place des plans de transition avant d'investir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. Les entreprises, et particulièrement les entreprises cotées, émettent énormément de données de manière assez peu normalisée, pas toutes à la même fréquence. Dans des rapports annuels, c'est pas propre, carré et prévisible comme des comptes financiers aujourd'hui. Donc ces données-là sont très difficiles pour les investisseurs à aller chercher. Ils n'ont pas le temps, pas l'expertise, pas les moyens souvent. Donc ils vont passer par des acteurs intermédiaires qui sont des agrégateurs de données, des agences de notation. Donc parmi les plus connus, on a par exemple Moody's ou MSCI ou Morningstar qui vont fournir des notes et des indicateurs qui vont être plus faciles à utiliser pour les investisseurs. Mais le souci, c'est que ces notes et ces indicateurs, comme ils prennent en compte des milliers de métriques auprès des entreprises qui vont aller sur la mesure de la biodiversité, la diversité dans les équipes, la qualité des politiques d'économie circulaire, c'est vraiment extrêmement diversifié. Les scores qu'ils vont émettre vont être assez différents les uns des autres. Alors Alexandre Ollereuil va rebondir peut-être sur ce que disait Mathieu Joubrel à l'instant. Cette multiplicité des données, c'est ce que vous dénonciez dans un rapport que vous avez remis en 2020 au gouvernement. Quel était précisément votre constat à l'époque ? Je pense que ce que Mathieu a dit est très juste. Pour moi, il y a deux étages. Il y a un premier étage qui est l'étage de la donnée. Donc, une donnée sur un problème très, très précis, sur un type d'usine, etc. Ça, on en a énormément. C'est une très bonne chose. On en a chaque jour qui passe un peu plus. Et puis après, il y a un deuxième étage. C'est comment est-ce qu'on fait des choses avec ces données individuelles. Et c'est là où on arrive à des labels, on les agrège, on les met ensemble, on en sort des notes qui sont plus compréhensibles pour un public plus généralisé, Et à ces deux étages, il y a des problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un effort de normalisation de la donnée elle-même, c'est-à-dire que quand on dit l'émission de carbone de la production de un tel, il faut que ça soit le même calcul pour les différents acteurs qui peuvent être dans un secteur. Et le deuxième, c'est ensuite quand on fait un agrégat de beaucoup de données pour faire un label RSE, ISR, une mesure d'impact, qu'on s'assure que ça soit de façon cohérente et que ça en ressorte quelque chose qui a une plus-value et une valeur ajoutée. C'est un peu comme quand on fait une salade. Il peut y avoir beaucoup de bons ingrédients dedans, mais c'est pas parce qu'on met que des bons ingrédients dans une salade qu'on s'en ressort avec une bonne salade. On peut s'en sortir avec une salade qui est assez mauvaise. Et ce problème, il s'illustre par des notes très très différentes qui peuvent ressortir de différentes agences sur un même produit ou une même entreprise ou un même fonds. Ce qui suggère qu'il y a beaucoup de façons de calculer. En d'autres termes, en multipliant les thèmes qu'on met dedans, on a tendance à diluer l'objectif précis. Et ça nous ramène à un des intervenants qui était au micro-trottoir, c'est qu'il doit avoir éventuellement dans cette discussion sur l'ISR et l'RSE un équilibre qui est très difficile à trouver parce que c'est quelque chose d'assez technique, mais où il y a une cohérence entre ce que l'épargnant conçoit comme étant RSE et ce qu'il y a vraiment dans l'étiquette RSE. Et si jamais il n'y a pas cette cohérence, il y aura un problème de confiance de façon quasi inéluctable. C'est-à-dire que si un épargnant ou quelqu'un qui contribue à sa retraite imagine ce qu'il y a dans ses investissements qui sont faits avec son épargne et qu'en fait, en allant dans le détail, il réalise que c'est pas le cas,
l'exemple du nucléaire est assez probant. En ce cas, il y aura un effondrement de la confiance dans ces outils et par définition des outils qui auront du mal à se définir. Et du coup, moi, ce que je suggérais dans mon rapport, c'est que la donnée premier étage soit normée de façon beaucoup plus rigide. C'est un travail qui a beaucoup lieu à Bruxelles. Et qu'ensuite, on ait des cadres beaucoup plus précises sur les salades, c'est-à-dire le deuxième étage, en étant précis sur ce qu'on essaie de faire et en essayant peut-être de temps en temps d'éviter de tout mélanger dans le même objet, le social, la biodiversité, le climat, etc. Parce que en faisant ça, on donne en fait beaucoup de marge de manœuvre à ceux qui les calculent, de pondérer les choses pour que les résultats définissent en fait le calcul plutôt que le calcul définisse le résultat. Est-ce que vous avez le sentiment malgré tout que depuis ce rapport sur la finance verte que vous avez remis au gouvernement en 2020, les choses ont avancé ces 2-3 dernières années? Oui, je pense que les choses avancent beaucoup. Elles avancent d'un point de vue législatif, elles avancent d'un point de vue réglementaire. L'autorité des marchés financiers a bougé sur les formations, par exemple, pour s'assurer que dans le secteur, les investisseurs soient parfaitement conscients des enjeux climatiques, ou en tout cas soient plus conscients des enjeux climatiques. Ça a avancé avec la loi Pacte, qui a mis dans certains régimes de retraite des petits éléments de finance verte. Ça a avancé au niveau international avec la COP26, ça a avancé au niveau de Bruxelles avec une directive justement sur la normalisation de les données qui est toujours en train qui a été adoptée, mais dont les conséquences sont en train d'être mises en place peu à peu, ce qu'on appelle les actes délégués, enfin ce qui suit en gros l'adoption d'une grande directive. Donc ça a beaucoup avancé. Ça a beaucoup avancé aussi dans le secteur privé, avec beaucoup d'acteurs qui se mobilisent dessus, qui font beaucoup de recherches sur leur propre méthodologie, leur propre collecte de données. Là où on a beaucoup de mal, je trouve, c'est à se mettre d'accord éventuellement sur des méthodologies qui sont communes à beaucoup des acteurs. Et donc le caractère législatif là est important, mais c'est vrai qu'il est dans un temps assez long. Et il y a un vrai besoin que les acteurs privés, y compris ceux qui sont les plus avant-gardistes en la matière, ne réfléchissent plus seulement de façon individuelle, mais arrivent à se mettre collectivement autour d'une table pour avoir des mesures sur lesquelles ils sont satisfaits d'utiliser. Alors en France, au niveau de la place, au niveau européen, ça sera au niveau Bruxelles. Mais parce que au fond, quand même, le Graal, c'est ça. C'est-à-dire que si toutes les banques et tous les fonds de pension, etc., ont chacun une mesure différente de façon de calcul, ça a assez peu d'intérêt parce que ça sera pas comparable. Et la réalité, dans le fond de ce sujet, c'est qu'il faut qu'on arrive à un moment où on puisse comparer les labels qui en ressortent. En attendant, Lionel Brun, Mathieu Joubrel, comment les épargnants peuvent-ils s'y retrouver aujourd'hui très concrètement ? Alors, ce qu'on constate, alors justement, sur la mise en œuvre de la réglementation européenne, notamment, qui est mise en place, donc tout ce qui s'appelle SFDR, qui aboutit à une catégorisation des produits en fait qui sont proposés aux épargnants. On voit que, enfin, c'est puisque c'est devenu en fait une normalisation de la façon dont les investisseurs rendent compte des enjeux de durabilité. C'est vraiment compliqué de faire œuvre de pédagogie sur ces éléments, sur ce qu'est un investissement durable. Et pour le moment, il y a une pluralité de définitions, effectivement, parce que la réglementation ne prescrit pas ce qu'on doit mettre sous chacun des termes. Donc aujourd'hui, nous on se trouve face à des difficultés pour faire œuvre de pédagogie, y compris vis-à-vis de nos affiliés sur ces enjeux. Mathieu Joubrel ? Je suis très d'accord avec ça. C'est vraiment la pédagogie est un enjeu majeur, même pour des professionnels qui travaillent sur ce sujet à plein temps. Ça reste complexe entre côté la régulation, les avancées scientifiques, les initiatives qui sont effectivement mises en place. Il y a énormément de choses à suivre. Ça reste un sujet qui est encore presque ouvert pour les investisseurs. Et il faut vraiment expliquer aux investisseurs finaux, aux épargnants, comment ça se passe. Il y a quelque chose, je parlais de mesurer son risque comparé à générer de l'impact. Ça peut être déjà des projets d'investissement responsable différents. Modérer son risque, c'est quand même un métier qui est assez spécifique. Ça va être compliqué à expliquer à l'épargnant final. Si on veut créer de l'impact, il faut vraiment bien le définir. Qu'est-ce que c'est que de l'impact ? Comment est-ce qu'on s'assure que l'investissement génère des externalités positives qui n'auraient pas été possibles sans ? Et puis après, juste un exemple tout bête. Si on veut avoir un fonds un fonds, je dirais, bêtement climatique, qui va chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille, assez facilement, on va avoir envie de voir dans ces entreprises, dans les entreprises en portefeuille,
uniquement des entreprises qui sont vertes et qui ont des émissions faibles. Mais en fait, si on investit chez elles, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. C'est plutôt en s'adressant à des Lafarge, à des Total, à des ExxonMobil, que eux, ils ont extrait énormément de marge de manœuvre. Et donc, c'est en investissant chez eux qu'on va pouvoir avoir un impact positif. Mais l'épargnant qui a envie d'avoir un impact n'a pas envie de financer ExxonMobil. Donc, c'est aussi là qu'il faut vraiment faire comprendre comment est-ce qu'on réussit à avoir un impact positif. Et comment est-ce que la finance peut se retrouver là-dedans finalement. On va poursuivre les débats, mais je vous propose d'écouter Michel Papalardo, qui est présidente du comité du label ISR et qui appelle justement à clarifier les choses. Les notations ESG aujourd'hui sont de plus en plus utilisées en fait. Je le vois bien avec le label ISR, même si on va y ajouter d'autres éléments de mesure de l'implication ESG des fonds, il y a bien à la base quand même un premier tri qui se fait sur la base des notations ESG. Donc il est absolument fondamental qu'elles soient plus précises, qu'elles soient plus homogènes, qu'elles soient mieux calculées en tout cas, et qu'on sache précisément sur quelle base elles ont été calculées. Mais je ne vois pas très bien comment aujourd'hui, compte tenu du fait que la finance durable se développe et qu'on a besoin d'informations, comment on peut se passer de ces éléments ESG. Il faut simplement qu'ils soient beaucoup mieux faits et beaucoup plus précis et homogènes. Avec le label, on essaye d'homogénéiser, notamment avec la nouvelle version qu'on est en train de travailler, d'homogénéiser les informations dont on va avoir besoin de manière à ce que les acteurs eux-mêmes homogénéisent leurs pratiques. On ne peut être que dans le volontariat de notre côté, bien entendu, mais c'est quand même important, je pense. Mais on a besoin à la fois que les méthodes ESG, les méthodes de mesure et de calcul soient plus précises, mais aussi, bien entendu, et c'est le fondement de tout, que les données soient disponibles, qu'elles soient homogènes et qu'elles soient vérifiées. Si les fonds veulent être labellisés, il faut qu'ils appliquent les méthodes qui sont proposées dans le référentiel. Et dans le nouveau référentiel, on a effectivement été beaucoup plus précis sur les outils qu'on voulait pouvoir utiliser, le type d'informations qu'on voulait prendre en compte, etc., etc. Voilà, Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Elle disait la notation ESG doit être plus précise, plus homogène, plus transparente. Alexandre Leroy, vous l'avez déjà un peu dit, mais comment garantir cette transparence de l'information extra-financière ? Il faut vraiment agir au niveau européen. C'est ça la priorité aujourd'hui ? D'abord, je pense que le travail que le comité fait sur l'ISR est très important parce que ça met en exergue une difficulté de ce domaine, c'est que les choses évoluent assez vite et il faut que les labels qui sont créés évoluent avec et qu'ils deviennent plus exigeants. Et moi, dans mon esprit, il y a une chose qui est très claire, c'est que le label ISR, qui était un formidable bond en avant à l'époque où il a été créé, doit maintenant devenir plus exigeant. Ensuite, sur l'information extra-financière, je pense que je prendrais la question inverse. Comment est-ce qu'on assure la crédibilité de ce qu'on soumet au marché et aux particuliers ? Eh ben, on s'en assure à travers la transparence. Il faut une transparence et une double transparence. Une transparence de la donnée, de comment elle est calculée, comment elle est additionnée, et une transparence de la méthode pour que le contrôle puisse être fait par tout le monde, et par tout un chacun, et par tous les investisseurs. Il y a eu, je pense, au début des travaux sur la finance verte dans les années 2000, une réflexion qui laissait à penser que ce serait probablement à travers des contrôles de matière très réglementaires que ça se ferait. Je pense que, en effet, les régulateurs financiers ont un rôle à jouer pour s'assurer que l'information extra-financière qui est mise en avant sur les marchés financiers soit crédible. C'est au fond le fondement de leur rôle sur le financier. Mais il y a également dans le monde digital dans lequel on vit un besoin absolu d'essayer d'être le plus transparent possible et de rendre l'accès à toutes ces méthodes et à ces données le plus transparent possible pour qu'il y ait un contrôle généralisé, entre guillemets. Et ce contrôle généralisé, il doit avoir plusieurs avantages. Il doit assurer de la crédibilité de ces données, mais il doit aussi, et ça me paraît très important, assurer qu'il y ait de l'innovation dans ce domaine. Parce que le problème de cette explosion de la donnée et de l'importance, entre guillemets, de l'extra-financier, c'est qu'il y a un risque que ça concentre dans certains petits acteurs, dans certains très gros acteurs, en petit nombre, la capacité de produire des méthodologies et puis après de faire en sorte qu'ils desservent les acteurs financiers comme les fonds de pension, les fonds d'investissement, les grandes banques et ainsi de suite. Et je pense qu'il est très important de s'assurer que si demain, quelqu'un, une petite équipe, a une idée très innovante de comment calculer, il ait accès de façon gratuite
et facile à toute la donnée extra-financière pour lui permettre de développer et d'éventuellement proposer de nouvelles solutions au marché. Il ne faut surtout pas que ça reste l'apanage de 3-4 agences de notation et qu'il y ait des barrières à l'entrée dans ce marché qui est essentiel, entre guillemets, je parle de marché, mais dans cette capacité, entre guillemets, à fournir les meilleures solutions possibles, ce qui serait le cas si jamais il n'y a pas cette transparence de la donnée et des méthodologies. Mathieu Joubrel, vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait, sur le fait qu'effectivement il y a plusieurs niveaux auxquels on peut apporter la transparence et les données, la méthodologie. C'est quelque chose qui a été assez bien théorisé par de la recherche académique. En fait, on observe que sur les scores disponibles sur le marché, qui sont donc très divergents les uns avec les autres, plus de la moitié de la divergence en fait est due au fait qu'ils prennent en compte des critères qu'ils appellent de la même manière, mais qu'ils ne mesurent pas de la même manière. On ne sait pas s'entendre en fait sur comment est-ce qu'on mesure l'impact sur la biodiversité d'une entreprise, le bonheur des employés, comment est-ce que vraiment on théorise ça. Ça va sans doute dépendre de l'emplacement géographique de l'entreprise, de sa taille, de son secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne s'entend pas et ça compte pour plus de la moitié de la divergence des scores qu'on observe. Donc il y a vraiment une énorme importance de la normalisation du travail. Donc effectivement, Bruxelles travaille dessus avec la CSRD, qui est donc la directive qui va rentrer en vigueur jusqu'à entre 2024 et 2028. D'autres initiatives existent. De l'autre côté de l'Atlantique, on a l'ISSB qui développe aussi des sets de normes. Donc il va y avoir un enjeu entre ces grandes institutions de normalisation, de réussir à s'entendre aussi, d'avoir quand même une certaine comparabilité, une certaine interopérabilité. Et donc ça va vraiment être central, je pense, dans un premier temps, de vraiment s'entendre sur comment on mesure ça. Et une fois qu'on a des données à disposition, donc il faut qu'elles soient accessibles pour, comme disait M. le député, réussir à favoriser l'innovation. Après, il faut que les investisseurs soient vraiment en mesure de les prendre en main et de les traduire en une thèse d'investissement responsable. Et là, pour continuer sur ces résultats académiques, on remarque qu'il y a 2 décisions en fait que prennent les investisseurs qui ont une influence sur le score. C'est le périmètre qu'ils prennent en compte, donc quels critères ils souhaitent prendre en compte ou pas, et la pondération, donc pour chaque critère qu'ils prennent en compte, quelle est l'importance relative des uns par rapport aux autres. Donc je pense que pour gagner en transparence, il y a donc d'une part toute la normalisation du reporting, et d'autre part réussir à être vraiment clair sur ce qui est pris en compte dans chaque score et que chaque investisseur soit vraiment capable de se positionner là-dessus. Alors, le temps passe. Je voudrais laisser la parole à Philippe Sebag qui suit attentivement nos échanges depuis tout à l'heure. Peut-être, est-ce que, Alexandre Leroy, vous avez un mot de conclusion avant que je laisse la parole, quelque chose à ajouter avant que je laisse la parole à Philippe Sebag? Moi, ce que je dirais, c'est un mot de conclusion, c'est sur l'importance du sujet. Parce que la réalité, c'est que la finance ne va pas se verdir si l'économie générale ne se verdit pas. Enfin, il y a un lien de causalité entre les deux. Par contre, elle a un effet de levier considérable pour accélérer le processus. Et elle a 3 particularités qui, à mon avis, la rendent absolument essentielle dans ce domaine. Et d'ailleurs, que ça soit en France où c'est comme vous l'avez dit, les caisses de retraite, souvent des agents publics, qui ont été initiateurs de ce mouvement, ou aux États-Unis où c'est pareil, les fonds de public, les fonds d'agents publics, les fonds de pension des agents publics, souvent qui ont été initiateurs également au côté américain de ce genre de choses. Il y a 3 avantages qui me paraissent parfaitement essentiels et parfaitement uniques à la finance. C'est que la finance est très transsectorielle. Ça finance tous les secteurs et du coup, ça a une capacité d'impact et de levier sur tous les secteurs. C'est très transnational. Ça finance et du coup, il y a un effet d'extraterritorialité où, pour le coup, on peut avoir un impact sur le changement climatique nettement au-delà de notre frontière parce que, et à cause et grâce à la capacité financière des économies développées de la France en l'occurrence. Et puis évidemment, ça a un accès très large à des capacités de financement et du coup, à terme, je pense que l'évolution mécanique de ce processus, c'est qu'à terme, ça a un impact sur le coût du capital. Et là, il y a un sujet que vous avez évoqué qui est très, très, très important et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette finance verte, elle doit financer l'économie de demain, elle doit aussi et surtout aujourd'hui financer la transition de l'économie d'aujourd'hui. Le parc immobilier qui est loin d'être parfaitement vert, les grandes industries qui doivent se verdir et qui vont avoir besoin d'investissements considérables. Et il est très, 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 très important qu'on trouve les bonnes mesures pour s'assurer qu'on finance les bons acteurs qui font les bons choix et les bons investissements et qui vont dans la bonne direction, et pas par contre qu'on commence à exclure et à dire on rentre dans un cycle où on ne financerait que des activités qui sont 100% verts et du coup, par définition, qui ont déjà, dans une certaine manière, réussi cette transition. Philippe Sebag, beaucoup de choses ont été dites sur la nécessité d'encadrer davantage les choses, de s'assurer d'une meilleure crédibilité des méthodes. Comment ça se traduit chez Préfonds, tout ce qu'on a dit? D'abord, dire que Préfonds est un acteur aujourd'hui important sur la place de Paris en tant qu'investisseur institutionnel, et le député vient de le rappeler et je l'en remercie effectivement.
les organisations syndicales, dans le cadre de la gouvernance paritaire qui siègent dans l'ensemble des caisses de retraite, ont été les premiers à lancer ce tropisme de l'ISR, d'ailleurs pas toujours suivi au début, et au départ on nous disait même qu'en termes de rendement on ne serait pas au rendez-vous, et on voit bien aujourd'hui que les investissements ISR sont rentables et que plus personne ne construirait un portefeuille, une allocation d'actifs sans avoir le prisme ISR à l'esprit. Alors je vais dire quelques bonnes nouvelles et quelques regrets. Quelques bonnes nouvelles, effectivement, ça avance. Effectivement, nous avons de plus en plus d'informations, de normes qui nous permettent, nous, quand on construit justement un portefeuille, une allocation d'actifs, parce que c'est ça, c'est à cette place-là qu'il faut que l'ensemble des acteurs se mettent face à nous, qui sommes investisseurs de long terme. Mais on s'aperçoit que cette normalisation, aujourd'hui, elle est à la fois incomplète et très complexe. Et c'est pas nous qui le disons. Ce sont même les rédacteurs. On avait depuis quelques jours des discussions avec la SFDR article 9. Même les rédacteurs disent c'est un peu compliqué, d'ailleurs on va les modifier. Donc nous on a une grande difficulté en tant qu'investisseurs à pouvoir prendre en compte toute cette normalisation, tous ces reportings qui sont hyper compliqués à construire mais hyper compliqués aussi à suivre. Et donc on a besoin d'une simplification, Papa Lardo le disait, d'une homogénéisation, ça c'est certain, mais en tout cas d'une simplification et des éléments assez objectifs et simples à suivre. Je suis d'accord également à ce que disait Mathieu, je ferai une analogie avec les PRI, quand il y avait 16 ODD, 174 recommandations, il était ubuesque ou trop facile, quitte à faire du greenwashing, que de les suivre en totalité, et donc il valait mieux en prendre 2, 3 et vraiment avoir un dialogue avec les sociétés de gestion pour pouvoir avoir quelque chose qui avait de l'impact. Effectivement, le mot aujourd'hui, au-delà de toute démarche positive, c'est l'impact. Quel impact on a dans cette affaire-là. Un deuxième regret, on a beaucoup parlé de la data, et avec monsieur le député on en a déjà parlé, l'accès libre à la data et qu'il y ait de plus en plus de data, évidemment que c'est l'alpha et l'oméga. Mais il y a un autre Graal quand même, parce qu'une fois qu'on a de l'information, il faut pouvoir l'analyser. Et pour pouvoir l'analyser, moi j'ai un regret quand même, toujours le même, c'est qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'agence de notation extra-financière battant pavillon français ou européen. Et donc quand vous parliez de pluralité pour pouvoir avoir une information complète, quand on n'a plus qu'un seul pays qui fait, à travers ses algorithmes, de l'analyse extra-financière, ça nous pose un problème. Donc ça, là-dessus, je crois qu'on a manqué un rendez-vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on a manqué un rendez-vous. Je pense que la labellisation aussi devrait être beaucoup plus large et beaucoup plus resserrée sur certains produits, comme ceux de Préfonds. Préfonds a des produits innovants aujourd'hui qui mériteraient une labellisation. Pour l'instant, nous ne l'avons pas obtenu malgré les travaux conjoints qu'on a pu engager avec le label ISR. Nous l'appelons de nos voeux. Nous, ce que nous faisons en tout cas en priorité, c'est que nous avons une action en direct avec nos assureurs, avec les sociétés de gestion. Nous rendons compte, nous demandons, nous avons des exigences à travers les votes en Assemblée Générale. Et d'ailleurs, un dernier événement il y a une semaine où nous avons produit au public ce que nous demandions en termes de vote aux Assemblées Générales. Et je crois que Lionel l'a dit tout à l'heure, nous avons un impératif, au-delà de nos tropismes syndicaux ou moraux, c'est d'avoir une pédagogie vis-à-vis de nos affiliés. Et on est en devoir d'expliquer à nos affiliés comment on utilise leurs cotisations pour pouvoir leur permettre d'avoir une rente à l'issue de leur carrière qui ait été, j'allais dire, utilisée dans les meilleures conditions et avec des pratiques les mieux disantes. Et là, quand on a une complexité telle qu'elle est aujourd'hui, pour pouvoir rendre compte et pour pouvoir faire de la pédagogie, c'est quand même un sacré boulot. Merci beaucoup, messieurs. Merci Lionel Brun, directeur délégué en charge des affaires institutionnelles chez Préfonds. Alexandre Holroyd, député des Français établis en Europe du Nord. Merci de votre présence aujourd'hui. Mathieu Joubrel, cofondateur et CTO de ValueCo. Et Philippe Sebag, le président de Préfonds. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain numéro. Nous parlerons cette fois de l'attractivité de la fonction publique. À bientôt. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.